Madame la présidente du Conseil national des barreaux, mesdames les organisatrices, que je voudrais chaleureusement remercier, maître Valérie Grimaud, Pascal Lallaire, Caroline Mécari et Charlotte Robe, mesdames et messieurs les parlementaires et les hautes personnalités, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les représentants du corps universitaire, mesdames et messieurs, c'est avec à la fois un très grand plaisir et un vif intérêt pour vos échanges que je me présente pour la deuxième fois devant vous pour célébrer cette année la 20e édition des États généraux du droit de la famille et du patrimoine, ce qui me donne l'occasion de rendre un chaleureux hommage à l'engagement qui a été celui des 4 organisatrices, un hommage chaleureux aussi au président Gavaudan pendant les 3 précédentes éditions et qui me donne aussi l'occasion d'accueillir avec vous et tout aussi chaleureusement Julie Couturier en sa qualité de nouvelle présidente du CNB. Je sais l'importance qu'a depuis 20 ans cette manifestation annuelle pour le bureau de famille. Pour vous, qui accompagnez chaque jour vos clients dans des moments essentiels de leur vie personnelle et familiale, au sein de vos cabinets et devant les juridictions, ces États généraux sont l'occasion d'échanger vos réflexions, vos expériences et vos attentes et de prendre le recul nécessaire sur la pratique quotidienne pour penser le droit et la justice familiale. C'est aussi pour cela que vous constituez, avec vos représentants, des partenaires essentiels du ministère de la Justice et notamment de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, la DACS, qui suit attentivement vos débats. À Éditions historiques, vous avez choisi un thème à dimension historique et on pourrait ajouter littéraire et cinématographique, 2004-2024, l'Odyssée du barreau de famille. Et je crois même, mesdames les organisatrices, vous l'avez indiqué, que l'ambition de cette 20e édition des États généraux ne se limite pas à une rétrospective des 20 dernières années, mais invite également à imaginer, exercice difficile, les 20 prochaines. La période de 20 ou de 40 ans que vous nous appelez à parcourir pourrait apparaître, pour la direction des affaires civiles et du Sceau, comme relativement brève, tant la direction, l'une des plus anciennes, s'inscrit dans l'histoire. Je rappelle juste qu'elle existe en effet depuis la Révolution française et sous son appellation actuelle depuis 1832. Mais comme l'histoire semble s'être accélérée en matière de droit de la famille, ces 20 dernières années apparaissent particulièrement denses et riches. Ce droit de la famille, c'est ensemble que nous avons su l'adapter et le faire vivre pour répondre aux évolutions de notre société et à la diversité de ses modèles familiaux et construire, je crois qu'on peut le dire avec le recul, un droit de la famille plus égalitaire, plus apaisé, plus protecteur. Et ce sont les 3 points que je voudrais d'abord préciser avec vous. Un droit plus égalitaire, tout d'abord. Le mouvement vers l'égalité, qui est respect de la dignité de chaque personne, s'est amplifié et c'est au sein du couple et en matière de filiation que cette évolution s'est exprimée le plus clairement. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dont nous avons célébré le 10e anniversaire, en constitue probablement la manifestation la plus emblématique. En matière de filiation, ce mouvement égalitaire a connu un véritable tournant en 2005 avec la suppression de toute distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle par l'ordonnance du 4 juillet 2005. Et plus récemment, c'est la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption qui a ouvert l'adoption aux couples non mariés, précédé cette loi par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui avait déjà marqué un nouveau pas en ouvrant l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Au cours de ces 20 dernières années, s'est également dessiné un droit de la famille plus apaisé, marqué, vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, par la promotion de la résolution amiable des conflits. La loi, d'abord, du 26 mai 2004 relative au divorce a ainsi simplifié la procédure par consentement mutuel pour ne prévoir qu'une seule comparution des époux devant le juge aux affaires familiales et permettre, dans une même décision, l'homologation de la convention de divorce et son prononcé. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est allée plus loin en déjudiciarisant complètement le divorce par consentement mutuel en l'absence de demande d'audition d'un enfant mineur capable de discernement. Vous êtes, mesdames et messieurs, chers maîtres, les acteurs essentiels de cette réforme d'envergure qui, je le sais, vous a fortement mobilisés. Le succès de cette voie pacifiée et désormais déjudiciarisée du divorce doit beaucoup à votre investissement et à votre engagement.
Grâce à vous, les justiciables ont désormais la possibilité de divorcer de manière plus apaisée, dans des délais nettement réduits, tout en maintenant un haut niveau d'exigence dans la protection des droits de chacun. Poursuivant ce même objectif, la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a encore permis d'accélérer la résolution des litiges familiaux en supprimant la phase de non-conciliation de la procédure de divorce pour ne laisser subsister qu'une seule phase procédurale. Et là encore, vous avez su vous former, vous adapter et porter cette procédure de divorce modernisée. En promouvant de longue date la résolution pacifiée des conflits, le droit de la famille a finalement préfiguré, c'est une caractéristique de ce droit, la nouvelle politique de l'amiable, aujourd'hui, vous le savez, au cœur de l'action du garde des Sceaux en matière civile. Magistrats et avocats sont ainsi désormais dotés de nouveaux outils pour accompagner les justiciables vers une résolution plus rapide et mieux adaptée de leurs litiges. Je pense ici notamment à l'audience de règlement amiable, l'ARA, et à la césure du procès civil, créée par le récent décret du 29 juillet 2023. Ces nouveaux outils sont applicables à la procédure civile de droit commun et donc notamment en matière de divorce. Le développement de la convention de procédure participative de mise en l'état, qui est la traduction d'une marque de confiance dans les avocats, constitue également un autre chantier pour lequel je sais pouvoir compter, vous l'avez indiqué Madame la Présidente et je vous en remercie, sur le soutien du CNB. Plus égalitaire, plus apaisé, le droit de la famille est aussi devenu, au cours des 2 dernières décennies, plus protecteur des plus fragiles. La vocation protectrice du droit de la famille le place d'abord au cœur des politiques prioritaires de lutte contre les violences intrafamiliales. Dans ce contexte, l'Office du juge aux affaires familiales a été élargi à des mesures dont le caractère coercitif conduisait traditionnellement à en réserver le prononcé au seul juge pénal. En témoigne l'ordonnance de protection créée par la loi du 9 juillet 2010 ou encore le bracelet anti-rapprochement, le BAR civil, créé par la loi du 28 décembre 2019 qui permettent aux juges aux affaires familiales de prononcer des interdictions de se rendre dans certains lieux ou de se rapprocher à moins d'une certaine distance de la personne protégée. Parallèlement, les répercussions des violences intrafamiliales sur le développement des enfants, dont les incidences dramatiques sont enfin clairement reconnues, ont également justifié de permettre au juge pénal de prononcer des mesures protectrices jusqu'alors réservées aux juges civils, tels que le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice. Les chantiers, il est vrai, sont encore nombreux. Outre la proposition de loi Chandler relative à l'ordonnance de protection, en cours d'examen et qui a été évoquée à l'instant, la protection des mineurs victimes d'inceste constitue l'un des défis majeurs auxquels notre société doit faire face. C'est l'objet d'une autre proposition de loi, consécutive aux préconisations de la Civise, en cours de discussion au Parlement et qui prévoit le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation du parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant. Après ce regard rétrospectif, il nous faut, ainsi que vous m'y avez invité, mesdames les organisatrices, tenter d'envisager l'avenir, à tout le moins de l'esquisser. J'évoquerai donc quelques-uns des défis qui me paraissent devoir marquer demain le droit de la famille sans être, je le dis d'emblée, exhaustif. Pour commencer, la justice familiale de demain sera, grâce à l'action conjuguée de notre garde des Sceaux et du Parlement, dotée de moyens supplémentaires. La récente loi de programmation pour la justice 2023-2027, qui permet le recrutement inédit de 1500 magistrats, de 1800 greffiers et d'un grand nombre d'assistants appelés à constituer l'équipe autour du magistrat, améliorera notamment le fonctionnement des services aux affaires familiales. Cette augmentation attendue des moyens doit apaiser les inquiétudes de la profession concernant la question de la prise de date via le RPVA et de l'accès aux juges. Je tiens sur ce point, Madame la Présidente, à vous confirmer que la prise de date ne constitue pas un moyen de gestion des flux, mais celui d'une meilleure organisation des juridictions, et la direction des services judiciaires suit attentivement la situation en lien avec les juridictions, et nous vous avons bien entendu. Mais au-delà de la question importante des moyens, nous devrons collectivement, pour bâtir le droit de la famille de demain, répondre aux enjeux soulevés par l'émergence de nouvelles réalités familiales. Car l'avenir du droit de la famille sera aussi, et les États généraux l'ont en réalité parfaitement identifié au fil des éditions successives,
celui de son internationalisation. Il est effectivement nécessaire de permettre aux praticiens du droit de disposer d'un ensemble de règles en droit international privé claires et accessibles. Si les règlements européens et les conventions internationales couvrent déjà une partie importante de la matière, vous le savez, de nombreux aspects restent encore soumis au droit interne français. C'est pourquoi, et je me réjouis de votre soutien, Madame la Présidente, la DACS soutient de longue date l'adoption d'un code de droit international privé dans la continuité du groupe de travail du président Ancel et malgré, disons-le quand même, les réticences, pour ne pas dire l'opposition d'une partie de la doctrine. Et je forme le vœu, avec vous, que 2024 soit une année de grande avancée pour ce code auquel ma direction est particulièrement attachée. La dématérialisation sera également un enjeu fondamental dans les années à venir. Je pense tout d'abord à la dématérialisation de l'état civil, véritable levier de simplification de la vie de nos concitoyens. Elle a déjà commencé avec le déploiement de la plateforme Comedec qui permet l'échange de données d'état civil directement entre administrations et professionnels conventionnés. Et demain, grâce au registre d'état civil électronique qui est en cours d'expérimentation, il sera possible d'établir des actes de l'état civil dématérialisés pour les Français nés à l'étranger. Et à l'horizon se profile une dématérialisation complète de l'état civil. Outil de simplification de la vie des citoyens, avec l'accompagnement nécessaire, la dématérialisation permettra aussi de renforcer la protection des droits et de l'autonomie des plus vulnérables d'entre nous et de mieux répondre ainsi aux défis que représente le vieillissement de la population. Je pense ainsi à la création d'un registre centralisé et dématérialisé qui regroupera l'ensemble des mesures de protection juridique et dont le principe a déjà été voté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi Bien vieillir. La création de ce registre, dont le principe sera examiné par le Sénat la semaine prochaine, est réclamée par les professionnels depuis de nombreuses années. Cette création s'inscrit également dans le cadre du projet de règlement européen sur la protection des adultes vulnérables en situation transfrontière, présenté en mai 2023 par la Commission européenne, qui comprend une proposition d'interconnexion des registres nationaux. S'il nous faudra sans doute plusieurs années pour voir aboutir un projet aussi ambitieux, je ne doute pas que demain, ce registre des mesures de protection sera un outil du quotidien pour les praticiens de la protection des majeurs. Je note également avec un grand intérêt, Madame la Présidente, la proposition du Barreau de la famille de poursuivre les réflexions sur l'évolution du mandat de protection future afin qu'il demeure un instrument de protection des droits des majeurs vulnérables pour lequel l'avocat joue un rôle essentiel. Mesdames et messieurs les avocats, ces quelques défis sont parmi les nombreux et passionnants sujets qu'il nous appartient dans les années à venir de conduire ensemble, et je sais pouvoir compter sur votre engagement au service du droit de la famille et du patrimoine, et je sais aussi que la qualité de vos échanges pendant ces 2 jours constituera une contribution essentielle à nos réflexions. Je vous souhaite donc, chers maîtres, une très bonne continuation dans les travaux de vos ateliers, et puisque le mois de janvier n'est pas encore achevé, je suis heureux d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous une très belle et heureuse année 2024.